Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents une nouvelle fois à cette édition des Mardis de la Clé qui va se tenir sur femmes et migration, qui est un sujet essentiel pour nous, qui a été piloté par Marie-Paule Grossetête, qui est coprésidente de la Clé avec moi et qui, par ailleurs, est militante féministe engagée, membre d'Oser le féminisme, qui milite donc dans les Bouches-du-Rhône où elle vit, et qui promeut un projet féministe laïque et universaliste qui utilise l'intersectionnalité dans ses outils d'analyse, donc concept sociologique. Et donc, Marie-Paule, nous allons évidemment ensuite présenter chacune de nos intervenantes. On a un beau panel diversifié et a priori passionnant. Mais je voulais peut-être que tu nous resitues d'abord pourquoi tu as souhaité qu'on fasse ce mardi de la clé sur les femmes et les migrations. Et dans le cadre peut-être aussi, dans ce cadre, nous dire un mot de la commission femmes et migration qui a été mise en place à la Clé et que tu copilotes avec Adama, ici présente, et Noura. Et ensuite, si vous voulez, je présenterai un peu le panel et je me contenterai de passer le micro, grosso modo. Marie-Paule, c'est à toi. Oui, merci beaucoup Jocelyne. Alors je vais être brève parce qu'effectivement, merci à toutes celles qui sont là ce soir et qui ont répondu à notre proposition d'aborder leur parcours de militante ou leur parcours personnel de femmes en lien avec les questions de migration. Donc rapidement, en effet, la Clé a mis en place cette commission femmes et migration qui a existé à une époque antérieure également, mais bon, moi j'y suis depuis 2018, et puis effectivement avec Noura Rad qui co-préside le réseau européen des femmes migrantes, et puis Adama, Syrah Leblé, qui a fondé l'association Olympe. On s'occupe plus particulièrement de cette commission avec Martine Lévy présente également. Alors je voulais vous dire, commencer par vous parler d'une femme qui vient de remporter une victoire sur le plan scientifique, et cette femme, c'est aussi une femme migrante, c'est une femme turque qui a émigré en Allemagne, et donc en un mot, il s'agit de ce vaccin contre la Covid-19 qui a été mis au point par la société pharmaceutique BioNTech, fondée en 2008 par Madame Özlem Türeci et son époux Ugur Sahin, tous deux des personnes issues de l'immigration turque qui sont installées en Allemagne dans les années 60. Donc, Türeci est la fille d'un médecin turc qui a immigré d'Istanbul vers l'Allemagne, qui a étudié la médecine, et voilà, de fil en aiguille, c'est devenu une pionnière de l'immunothérapie contre le cancer en Allemagne. Et donc, avec cette société BioNTech et le partenaire Pfizer, vous le savez toutes et tous, ils ont mis au point ce vaccin en moins d'une année, dont l'efficacité contre la Covid-19 a été évaluée à plus de 90%. C'est pour vous dire que, effectivement, je voudrais souligner que de Marie Curie donc à Özlem Türeci, les femmes issues de l'immigration ont toujours apporté à la fois leur génie, leur volonté, leur énergie au service d'un pays qui est, lui, par ailleurs, de plus en plus souvent un pays qui les rejette plutôt qu'il ne les accueille. Et ces parcours de vie de personnes immigrées qui ont fait leur chemin n'existent pas seulement dans le domaine scientifique, on en rencontre dans le domaine de la littérature, dans la politique, et en fait dans tous les compartiments de la société, parce que peut-être telle copine militante, voilà, féministe, et elle aussi issue de l'immigration, et elle milite avec moi en France, ou alors c'est ma voisine de palier, ou alors je vais la rencontrer dans des conseils de parents d'élèves. Donc ces femmes sont partout dans la société, et il est temps de changer de lunettes et de regarder le monde de ces femmes migrantes avec des yeux à la fois
plus positif et plus réaliste, sans négliger évidemment par ailleurs les tracasseries administratives et les difficultés à la fois de parcours migratoire et d'arrivée dans les pays dits d'accueil, parce que nous avons évidemment à lutter contre cette société qui est à la fois sexiste et patriarcale, mais qui est aussi imprégnée d'idées reçues issues de la colonisation, qui imprègne encore un imaginaire collectif qui est quand même imprégné de réflexes et de visions racistes. Donc, il était logique que la clé, qui est cette coordination d'associations féministes qui luttent contre les inégalités femmes-hommes, mais aussi contre toutes les discriminations générales, soit amenée à produire un plaidoyer au travers de cette commission qui s'intitule Femmes et Migration. Donc, notre commission, elle s'inscrit dans les objectifs de la clé, c'est-à-dire de sensibiliser, mobiliser à la nécessité d'établir l'égalité entre les femmes et les hommes et de faire progresser ces droits pour construire une société à la fois plus juste et plus solidaire, et puis à veiller sur l'impact des politiques de la France et de l'Union européenne sur la situation des femmes et en particulier des femmes réfugiées ou des femmes issues d'une immigration plus ou moins récente. Donc, comme aussi dans cette commission, nous voulons faire pour les femmes migrantes, mais jamais sans elles, eh bien, je vais très rapidement céder la parole à l'une d'entre elles, puisque je crois que c'est Lalia qui va prendre la suite. Merci beaucoup. Je te remercie, Marie-Paule. Donc, effectivement, c'était important que tu expliques pourquoi ce mardi de la clé et les objectifs, effectivement, de la clé. Donc, nous avons un beau panel. Nous avons effectivement Lalia Ducot, qui est présidente de l'association Ouïghour et membre administratrice de la clé. Nous avons Amel Hadjaj, qui est une militante en Algérie, et donc c'est intéressant qu'on puisse avoir un dialogue des deux rives de la Méditerranée. Nous avons Adama Sira-Leblay, qui est la représentante de l'association Olympe à la clé, et qui est membre non seulement du conseil d'administration, mais du bureau, où elle est trésorière adjointe. Nous avons Aïssata Ba, qui souhaite témoigner par rapport au travail qui est fait avec Adama. Nous avons Adriana Santiago, qui est, elle, une féministe portugaise brésilienne, donc de l'autre côté des mers aussi. Donc, on a un panel effectivement qui nous permet de voyager, ce qui est un peu normal en parlant de femmes migrantes et de femmes des migrations. Et nous avons enfin Martine Lévy, qui, elle, est membre et représentante du Forum Femmes Méditerranée, à la clé, qui est depuis très longtemps, et je ferai une présentation un peu plus complète tout à l'heure des unes et des autres, une fois que ce sera à elle d'intervenir. Et donc, on va commencer par Lalia Ducot. Lalia Ducot, donc, comme je lui disais, vous êtes mangé. Je vais prendre le vouvoiement parce que nos auditeurs et auditrices, c'est plus correct vis-à-vis de ces personnes, des participantes et participants. Donc, vous êtes militante féministe et laïque algéro-française. Vous avez toujours milité effectivement pour les droits des femmes, et notamment en Algérie contre le Code de la famille. Vous luttez aussi évidemment contre les violences faites aux femmes, contre le patriarcat et le terrorisme islamiste. Et en France, je sais que vous avez beaucoup milité ces derniers mois, ces dernières années, j'ai envie de dire, pour la laïcité, pour la citoyenneté et pour la démocratie sur les deux rives de la Méditerranée, pour dire les choses de manière soft. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez, vous souhaiteriez nous parler des stéréotypes
des stéréotypes qui sont à l'origine des idées fausses qui nourrissent les discriminations des femmes immigrées. Et donc, comment pensez-vous qu'on peut lutter contre ces stéréotypes? Eh bien, écoutez, d'abord, je vais faire un court exposé quand même. Il est non exhaustif parce que depuis des décennies, des rapports, des articles qui traitent de l'immigration féminine ont été faits grâce à des sociologues, à des organisations et associations féministes, tant au niveau national qu'international. Et ces travaux ont permis une visibilité aux femmes immigrées, justement, qui n'étaient vues jusqu'alors qu'à travers le prisme de l'homme émigré. Je voudrais, avant de commencer, saluer justement l'immense travail de terrain d'associations qui assurent accueil, écoute, aide juridique et bien sûr sensibilisation sur les problèmes des migrantes. Alors, les femmes migrantes sont confrontées à des conditions très restrictives à leur entrée en France et à leur installation. Ces conditions contraignent grand nombre d'entre elles à survivre dans une situation précaire et de non-droit. L'immigration familiale a été suspendue en 1974. D'abord, elle a été suspendue en 1971 par l'Algérie. Ensuite, en 1974 par la France, en 1976, en 1977. Et ce n'est qu'en 1978 qu'une décision du Conseil d'État affirme que le droit des étrangers de mener une vie familiale normale est un principe fondamental. Par le regroupement familial, les lois et la politique française définissent la place des femmes dans le seul cadre familial et les migrantes se trouvent confrontées à des situations complexes, subissant alors une double oppression en tant que femmes et en tant qu'étrangères. Il faut savoir que le regroupement familial permet à une personne étrangère vivant en France en situation régulière, bien sûr, et fournissant les preuves de ressources, travail, logement, de faire venir ses proches, conjoints et enfants mineurs. Et dans la majorité des cas, c'est la femme qui rejoint son époux. Et cette procédure, justement, de regroupement familial fragilise la situation des femmes qui se retrouvent sous la dépendance alors de l'homme, totale du conjoint, dépendance totale du conjoint, et parfois même de sa famille, subissant donc domination patriarcale et violence du système. Je donne un exemple, en cas de divorce ou de veuvage, dans l'année qui suit le regroupement familial, la carte de résidence peut ne pas être renouvelée. Si l'époux décide de retourner seul au pays, l'épouse peut devoir restituer la carte de séjour. Alors, il y a une émigration dont j'aimerais parler, c'est celle de 1990. C'est l'émigration de militantes et de militants algériens qui ont émigré pour des raisons politiques. Une guerre contre les civils est menée par les islamistes et les femmes en sont les premières cibles, ainsi que les progressistes et les intellectuels, et tous ceux qui s'opposent au projet théocratique, de société théocratique. Et c'est grâce, et c'est pour ça que je tiens à parler de cela, c'est grâce au soutien des associations féministes que ces émigrés obtiennent assistance et visa. Et il est important de signaler qu'elle a été très difficile et sans cette assistance, les femmes n'auraient pas pu être, les émigrés de cette époque-là n'auraient pas pu être protégés parce que ces émigrés n'étaient pas contre le pouvoir. Et ce sont justement les dirigeants islamistes qui avaient l'asile politique. Ces dirigeants islamistes avaient leur base logistique dans les capitales européennes. Et je pense, c'est une parenthèse, mais il est important de le savoir. Ils avaient, eux, très facilement l'asile politique, alors que les émigrés qui, justement, fuyaient la répression islamiste ne l'avaient qu'à travers l'assistance, justement, des militantes, des associations féministes. L'autre facteur déterminant de l'immigration féminine, qui est constaté depuis quelques années, est le fait de la situation économique
de l'Algérie, des conditions d'intégration des femmes qualifiées, comme le disait Marie-Paul, des femmes qualifiées ainsi qui refusent leurs conditions de femmes. Et cette émigration féminine qualifiée, souvent avec bagage universitaire et professionnel, non reconnu, accepte jusqu'au déclassement dans le pays hôte. Elles se voient proposer des emplois sous-payés, le plus souvent dans l'entretien ou la restauration. Leur choix d'émigrer est déjà en soi une contestation de leur statut, de leur place dans le pays natal. Mais le statut d'étrangère, sans papier, les expose à une grande insécurité, à une grande précarité dans le travail et les expose aussi aux discriminations et à tous les dangers liés au genre et à leur origine. Les femmes émigrées sont régies dans leurs rapports familiaux par les lois discriminatoires du pays d'origine, appelées code de famille ou statut personnel, faisant de la femme une mineure à vie. Ces lois discriminatoires sont appliquées en France par le biais d'accords dits accords bilatéraux ou conventions bilatérales. Les femmes, alors, subissent une différence de droit à travers l'application des dispositions des conventions bilatérales qui existent entre la France et le pays d'origine concernant ce statut personnel. En effet, ces questions de droit personnel revêtent une question cruciale puisqu'elles soulèvent le problème de l'égalité des sexes ainsi que la place de la femme en tant que citoyenne au sein de l'État. Les organisations et associations des droits de femmes dénoncent la différence de droits, les discriminations et les violences que subissent les femmes par les codes de statut personnel et leur application en France. En ce qui concerne l'Algérie, on parle plutôt d'exéquature, c'est ce qui rend exécutable un jugement rendu en Algérie. En effet, chacune pourrait penser que dans le domaine que l'on appelle statut personnel, le droit serait identique pour tous sur un même territoire. Mais il n'en est rien. Dès lors qu'on possède une autre nationalité que la nationalité française ou que l'on a une double nationalité, les règles concernant les relations familiales sont complexes. La femme étrangère qui est établie en France est soumise au statut personnel de son pays d'origine. La femme qui a une double nationalité se verra appliquer en France la loi française par les autorités françaises, tandis que son pays d'origine la considérera toujours comme une nationale, même s'il lui reconnaît la double nationalité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes françaises dont la famille est d'origine algérienne, et c'est valable pour les Marocaines et les Tunisiennes d'ailleurs, sont considérées comme algériennes, marocaines ou tunisiennes par leur pays respectif uniquement parce que leurs parents sont ou ont été de nationalité algérienne, tunisienne ou marocaine, même si elles-mêmes n'ont jamais eu de papier de leur pays. La nationalité algérienne, tunisienne ou marocaine ne se perd pas. Aussi, dans son pays d'origine, dans le pays d'origine de ses parents, même bien que la femme ait la nationalité française et qu'elle pense n'avoir que celle-ci, elle reste soumise à la loi de ce pays. Et cette cohabitation juridique engendre des conséquences humaines et des aberrations à l'égard des épouses et des enfants. Et ce n'est qu'en cas de conflit juridique que les femmes découvrent qu'elles sont régies par les lois de leur pays d'origine. Même les Françaises d'origine maghrébine ignorent souvent qu'elles conservent la nationalité de leur père aux yeux de leur pays, en plus la nationalité française, et qu'elles peuvent se voir imposer des décisions de justice prises dans leur pays d'origine. Bien sûr, il y a des recours possibles, mais ils sont peu connus et surtout très, très, très compliqués. Il faut signaler surtout que les pratiques et coutumes, mariage précoce, excision,
mariage de jouissance, tenues vestimentaires sont présentées comme islamiques et elles sont aussi puissantes que les lois en tant qu'outil de contrôle sur les femmes que les fondamentalistes islamistes instrumentalisent. Les questions de statut personnel sont d'une importance cruciale pour les femmes, car ce domaine est le bastion de la domination masculine et également le cheval de Troie d'un communautarisme offensif. La France, qui a ratifié la CEDAW, doit garantir les droits à toute personne résidant en France, même si elle est étrangère. Il est urgent d'entreprendre toutes les actions nécessaires pour protéger les droits des femmes immigrées ou issues d'immigration en refusant tout relativisme culturel, toute dérive qui consisterait à aménager des différenciations culturelles et qui porterait atteinte aux droits fondamentaux des femmes. Il est important d'exiger un statut juridique autonome pour les femmes immigrées, un statut indépendant de celui du conjoint. Il faut refuser de reconnaître les codes de la famille étrangère et les lois relatives au statut personnel reposant sur des croyances religieuses qui violent les droits des femmes. Je terminerai en disant que les compétences, le courage, la résistance des femmes migrantes sont souvent occultées. Pourtant, les femmes migrantes elles-mêmes sont de plus en plus engagées pour revendiquer leurs droits en tant que citoyennes. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Lalia, donc pour cette intervention très, très complète et très vécue. C'est important. Hein, on sait votre militantisme et c'est vrai que les questions que vous avez abordées sont essentielles et notamment les questions de superposition des religions sur les politiques, etc. et inversement, donc c'est très important. Merci infiniment pour cette approche. Et nous allons donc passer de l'autre côté de la Méditerranée, sur la rive algérienne, pour écouter Amel Hadjadj, qui donc, comme je le disais, est une militante féministe qui travaille notamment au journal féministe algérien. Vous êtes, Amal, vous êtes une défenseuse des droits humains. Vous êtes engagée dans le combat pour la démocratisation et les droits des femmes, bien sûr. Vous êtes membre de l'association féministe algérienne et du mouvement Kif Kif, qui promeut les droits des personnes LGBT+, et qui œuvre pour la réalisation de l'égalité des sexes en Algérie. Alors, j'ai envie de vous poser la question suivante. C'est vrai que les féministes de part et d'autre de la Méditerranée ont une histoire commune, hein, c'est du combat des droits des femmes, c'est bien sûr, le combat pour l'égalité, pour l'élimination des discriminations, et il y a beaucoup à dire sur la manière effectivement dont sont perçues les personnes migrantes ou immigrées en France et ailleurs, mais en tout cas en France, en ce qui me concerne, il y a beaucoup à dire sur les questions de discrimination. Mais elles ont aussi, ces femmes ont aussi hérité effectivement d'une histoire qui est celle complexe et à multiples rebondissements des relations entre la France et l'Algérie. Hein. C'est un sujet qui n'en finit pas de porter, des relations j'allais dire, c'est un peu je t'aime moi non plus, c'est très compliqué les relations France-Algérie, mais c'est très riche aussi et je trouve que c'est important. Bon, évidemment, ce n'est pas le débat ici, mais ça mériterait là encore un autre débat. Mais donc, Amel, pour ne pas partir ailleurs, comment vous voyez les choses du côté algérien et qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur votre combat? On ne vous entend pas, voilà. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Est-ce que ça va mieux? Super, déjà merci pour merci beaucoup. Merci à toutes d'être là.
Et du coup, merci aussi pour la présentation. J'ai rien de particulier à rajouter. Voilà, je suis féministe et je vis en Algérie et je me bats pour. Je me reconnais dans un féminisme intersectionnel parce que pour moi, les oppressions se croisent, les droits se croisent, c'est-à-dire c'est toute une vision globale. Pour moi, ce qui se passe de particulier là maintenant en Algérie, c'est que, et c'est pas seulement à cause du mouvement populaire, c'est qu'il y a une reconstruction très importante du mouvement féministe en Algérie. D'ailleurs, si je parle du mot féministe lui-même, bien que beaucoup de camarades et de copines de l'ancienne génération se disaient déjà féministes, là, le mot, c'est-à-dire cette position politique et ce combat politique qui se dit féministe s'est imposé dans les rues algériennes, dans les médias algériens, dans les initiatives sociopolitiques. Ça a suscité beaucoup de débats, ça a suscité énormément de choses. Comme à chaque fois que les femmes s'organisent ou parlent de leurs droits, il y a toujours un débat. Donc voilà. À partir de 2000, je vais parler beaucoup plus à partir de 2019 parce qu'à partir de 2019, il y a eu le mouvement populaire et au sein de ce mouvement populaire, il y a eu une nouvelle visibilité parce que c'est pas comme s'il n'y avait rien de visible, mais en tout cas, il y a eu une nouvelle forme d'organisation des féministes et des femmes dans la société, notamment pour leurs droits. C'était, et ça le demeure toujours, c'est un mouvement de lutte pour la démocratie, pour les droits, pour changer le système, ainsi que toutes ses composantes. Et très vite, en tant que féministe, à partir de la deuxième manifestation, je pense qu'il y avait une réflexion que nous partageons avec les femmes du monde entier. On n'est pas là pour être juste une force d'appoint. On n'est pas là juste pour des changements qui essayent de dire que les droits des femmes ne font pas partie du contenu des changements. Donc, à partir du 8 mars 2019, il y a eu le premier carré féministe. Un carré féministe, quand je dis carré féministe, c'est une organisation dans les manifestations à travers des militantes féministes, des slogans féministes, un contenu féministe, revendiquant plus de droits, revendiquant une égalité réelle et effective, et revendiquant d'être là quand il y aurait des acquis, parce que je vais essayer d'être très rapide. Les femmes algériennes ont été présentes dans toutes les luttes, que ce soit la lutte pour la libération de l'Algérie ou la lutte de 88, la lutte de 65. À chaque fois qu'il y a eu un soulèvement ou un mouvement populaire, les femmes ont été là. Et quand il y a eu des acquis ou un résultat, les femmes ont été exclues. On leur a dit que ce n'était pas le moment. On leur a dit qu'elles devaient retourner à leur cuisine. On leur a dit des choses dans ce sens. Et là, cette fois-ci, les féministes se sont organisées en intergénérationnel, c'est-à-dire ancienne génération, les survivantes de l'ancienne génération que je salue particulièrement parce qu'elles ont survécu surtout aux années 90, donc au terrorisme islamiste, et la nouvelle génération. Donc, ce qu'il y a de particulier, pourquoi j'insiste sur ça, c'est que nous avons deux générations féministes qui n'ont pas travaillé vraiment ensemble avant ce mouvement populaire. Et c'était, je pense que c'est causé en partie, c'est les dégâts des années 90, donc ça ne s'est pas fait dans la continuité. Il y a eu de nouveaux collectifs jeunes qui réfléchissaient ensemble, qui cherchaient après les archives de celles qui nous ont précédés. En tout cas, ce mouvement populaire est venu et c'était juste instinctif. Je pense que c'est l'intelligence des femmes qui a fait en sorte que très vite, dès la première manif, les féministes ont essayé d'être ensemble, de se contacter et de s'organiser, de sortir, de rendre visible leur contenu, leurs revendications, leurs acquis aussi, parce qu'il y a des acquis, j'ai envie d'insister là-dessus. Beaucoup ont pensé que, parce que les femmes ont été une cible assez particulière des islamistes pendant les années 90, on voulait que les femmes n'étudient plus, on voulait que les femmes ne travaillent plus, or que à peine à la fin des années du terrorisme, les femmes ont commencé à être majoritaires au niveau des universités. Jusqu'à maintenant, plus de 64% des universitaires chaque année, ce sont des femmes. Même celles qui ne font pas l'université, elles font des formations et elles percent là où elles sont, bien qu'elles restent minoritaires dans le marché du travail formel. Donc, on continue de trouver le moyen de discriminer les femmes. En Algérie, il y a l'égalité salariale, mais il y a des méthodes pour éviter cette égalité salariale. On va juste orienter les femmes vers
vers les postes les moins bien payés. C'est-à-dire, c'est des stratégies dans ce sens. Et ce qu'il y a aussi de particulier, c'est que je pense que la LIA, on sait un bout, c'est que on a eu une petite surprise qui confirme une autre histoire, c'est que la résistance contre le mouvement féministe et contre l'égalité, contre ces revendications que les féministes, que nous avons rendues visibles pendant ce mouvement populaire, il y a eu plus le refus et le rejet de nos propres camarades qui se disent démocrates, qui se disent progressistes, qui se disent militants pour le changement. Il y a eu même agression à partir du 3e carré féministe, il y a eu l'agression du carré féministe. Il y a eu une agression physique, des menaces qui font rappeler toutes les menaces des années 90. Et c'était une décision, il y avait cette décision de continuer à s'organiser, continuer à exister, continuer à travailler et à s'organiser de façon autonome autant que féministe. Donc voilà, et petit à petit, ce mouvement féministe-là n'était plus juste dans certaines villes, donc dans la capitale, à Alger, Oran et Constantine. Il y a eu des collectifs féministes et de l'organisation féministe dans beaucoup de villes, dans beaucoup de villages. Et c'est vraiment une première dans l'histoire du féminisme algérien. Ça devient de plus en plus national. Et ce mouvement populaire, dans un pays assez conservateur, dans un pays où les féministes ont été rejetés, 2 ans après le Hirak, le seul mouvement qui a réussi à s'organiser et qui continue à s'organiser, c'est le mouvement féministe en Algérie. C'est-à-dire, personnellement, si je parle autant que Amal Haddaj, moi-même, j'étais dans une case où je stéréotypais un peu. Je m'attendais à ce que beaucoup de mouvements s'organisent, beaucoup plus que les femmes, beaucoup plus que les féministes. Or que 2 ans après, il y a 2 ans, beaucoup demandaient pourquoi féministes, d'où viennent ces féministes, est-ce qu'elles sont algériennes, malgré que la première association pour les droits des femmes en Algérie date de 1947, bien avant la libération du pays. En tous les cas, aujourd'hui, il y a de tout ça, mais tout ça n'est pas sans difficulté, c'est-à-dire il y a beaucoup de difficultés au sein du mouvement féministe et à l'extérieur du mouvement féministe. Déjà par rapport à nos revendications, quand je dis intergénérationnel, c'est l'une des forces du mouvement féministe algérien, mais c'est aussi des difficultés parce qu'on n'a pas eu assez d'archives, parce qu'on ne se connaissait pas assez. Du coup, ce mouvement populaire et ce travail était la première occasion pour réellement se découvrir autant qu'algérienne. Et c'est le cas un peu de toute la société algérienne qui a commencé à se découvrir à travers ce mouvement populaire, parce que ce mouvement populaire, c'est la suite de 20 ans de génocide politique, de génocide culturel. La société civile a été complètement massacrée par le régime de l'ancien président. Et en tous les cas, il y a ce travail-là. Il y a si je devais décrire le mouvement féministe, je dirais qu'il y a deux visions qui se rejoignent au final. La vision qui est beaucoup plus centrée sur le code de la famille, et ça se comprend parfaitement. Ça vient d'une génération qui a connu l'avant-code et l'après-code, et la vision qui est beaucoup plus centrée sur les violences faites aux femmes et sur le travail des femmes, parce que si je parle de moi-même, je fais partie d'une génération qui est née après le code de la famille. Et du coup, je fais partie d'une génération qui vit le code de la société, le code des pratiques sociales, le code de toute, c'est-à-dire si je prends l'égalité, l'égalité existe en Algérie, dans les constitutions algériennes depuis l'indépendance, mais elle n'a jamais été effective. Et du coup, nous voyons vraiment le combat, mais les deux combats se rejoignent. Pourquoi se rejoignent aussi? Parce que à partir de juin 2019, et c'est le seul mouvement qui a réussi à le faire, c'est pas parce que je suis féministe ou femme, mais parce que réellement le mouvement féministe a fait un vrai travail révolutionnaire au sein du mouvement populaire qui se passe en Algérie, qui n'a pas encore atteint le stade de révolution. À partir de juin 2019, le mouvement féministe a commencé à organiser des rencontres nationales avec plusieurs féministes de plusieurs courants, de plusieurs idéologies, de plusieurs régions, pour essayer de constituer un mouvement national qui tape plus fort, qui impose son existence et qui impose quelque chose de basique, au fait, pas de démocratie sans les droits des femmes, pas de changement sans la participation des femmes. Nous ne sommes absolument pas là
juste pour être une force d'appoint ou pour la caution esthétique ou la caution statistique pour dire que voilà, nous avons des femmes, nous avons un mouvement plus fort. Donc, on essaie de travailler dans ce sens, bien que les difficultés commencent, enfin, pas commencent, mais les difficultés sont là et continuent à se voir. Si je parle des violences pendant le confinement, les violences, c'est la chose qui a marqué le plus, faisant notre mouvement de féministes ici, parce que les femmes sont livrées à elles-mêmes, les féministes sont diabolisées et livrées aussi à elles-mêmes, il n'y a personne qui réagit, mais avec le peu de moyens, cette auto-organisation fait en sorte qu'on arrive à faire des choses, même si la loi elle est encore répressive, la loi sur les associations nous empêche de travailler, les moyens sont absents. Par exemple, si je donne un petit exemple par rapport au centre d'hébergement, il y a à peine 6 centres d'hébergement dans un pays qui fait presque 3 millions de kilomètres carrés. Et tous ces centres d'hébergement se trouvent au nord. Et ils ont fermé pour Covid, pour cause de Covid. Et du coup, là, actuellement, l'urgence, c'est de travailler pour une loi cadre contre les violences. Et j'ai envie aussi de dire autre chose qui me tient à cœur. On a souvent tendance à oublier qu'en Algérie aussi, il y a des migrantes. Et ces migrantes-là vont très mal et elles sont sans papier. Et même nous, personnellement, c'est-à-dire c'est très difficile, même autant que militante LGBT, c'est-à-dire pour moi, j'ai autant de difficultés de travailler sur la cause LGBT parce que c'est criminalisé. Nous avons hérité d'une loi coloniale qui existe encore, qui criminalise l'homosexualité, mais c'est aussi criminel d'aider et de travailler avec des personnes migrantes. C'est-à-dire pour décrire le schéma très brièvement, ces femmes sont présentes, elles sont très nombreuses, elles subissent beaucoup de viols, beaucoup de discriminations, beaucoup de violences, notamment des violences économiques. Il y a plusieurs féministes qui essayent, et de femmes au fait, qui travaillent avec, mais c'est tellement difficile d'intégrer ouvertement et de parler ouvertement de ça. Donc pour moi, ce problème de migration et ces problèmes liés aux frontières créées par des hommes, c'est un peu international. Et bien que ça pourrait être un peu superficiel ou je ne saurais pas le décrire, nous ne sommes pas que de potentielles migrantes, mais nous sommes peut-être aussi des oppresseuses. Moi, ici en Algérie, quand j'oublie très souvent, je parle trop de ma lutte, de mon urgence, et que je revois certaines copines migrantes qui sont dans des conditions, des oppressions qui sont doubles et triples, il y a quelque chose qui me dit faut qu'on s'organise plus et il faut qu'on soit plus inclusive et il faudrait qu'on applique ce qu'on appelle intersexualité. Du coup, voilà. Merci beaucoup, beaucoup, Amel, pour cette intervention extrêmement poignante et là aussi, vous avez dressé un panorama extrêmement complet de la situation, notamment en Algérie, des féministes, des personnes de manière plus globale, des LGBT+, et de toutes les personnes discriminées et vulnérables, de la migration, enfin des migrants à l'intérieur dans lesquels l'Algérie est pays d'accueil. Et je voulais juste vous dire que quand j'ai souri malgré moi quand vous avez dit « mais on n'est pas une force d'appoint », ah bah ça c'est sûr que les Algériennes n'ont jamais été une force d'appoint. Vous êtes, enfin je me permets de dire ça parce que je pense que vous êtes vraiment un exemple. Les femmes algériennes sont vraiment un exemple de lutte, de rester toujours debout, de rester digne. Et vous êtes pour moi, enfin, mais pas seulement pour moi, l'exemple du courage. Et donc, certainement pas une force d'appoint, ça c'est évident. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Le temps passe, donc je vais vite passer la parole cette fois à Adama Sira Leblay. Comme je vous le disais, donc Adama est avec nous au bureau de la Clé, mais elle est surtout là, c'est pas pour ça qu'on l'a invitée ici, c'est parce qu'elle est juriste spécialisée en contentieux, en pratique des droits fondamentaux, et depuis plus d'une dizaine d'années,
vous travaillez sur les violences faites aux femmes et sur le droit des femmes étrangères. Donc, vous avez eu un parcours par rapport aux femmes victimes de violences. Vous avez fait beaucoup de travail de terrain et vous êtes aussi aujourd'hui donc à l'association Olympe, vous êtes chargé du partenariat et donc, j'aimerais savoir, vous vous occupez donc de la prévention des violences sexistes et sexuelles, de la prise en charge et de l'accompagnement des victimes. Et je voulais vous demander en quoi consiste votre travail juridique auprès de femmes migrantes. Pourquoi est-ce que c'est très important que ce soit mené par une juriste féministe plutôt que par une juriste pas féministe, quoi. Enfin, voilà, lambda, j'ai envie de dire. Et je sais que vous avez pu convaincre une personne, donc Aïssa Taba, de venir témoigner donc, du travail que vous avez et du travail que vous avez fait ensemble. Et donc, bien, nous aimerions vous écouter sur votre travail et sur les cas concrets d'accompagnement. Merci. Merci à vous, merci pour ce thème qui me tient particulièrement à cœur et merci pour les brillantes interventions vraiment précédentes. Donc oui, moi j'accompagne les femmes victimes de violences et spécialisée justement sur les femmes étrangères. Pourquoi ce travail en tant que féministe? D'une part, on comprend le fait d'être femme, le fait aussi d'être... moi-même, je suis immigrée, hein, d'origine immigrée. Et pas que, mais le côté féministe permet de comprendre les problématiques. J'ai toujours dit, et surtout en travaillant et être confrontée aux difficultés auxquelles sont confrontées les femmes migrantes, on voit bien que les lois sont prises par des hommes et qui ne connaissent pas la réalité de terrain. Et donc, c'est des droits assez très peu connus, très ignorés. Et aussi, les femmes migrantes vivent, on parle de double violence, moi je dirais même de triple violence, le fait qu'elles soient femmes, étrangères et victimes de violence. Donc tout ça fait que l'association Olympe a pour mission justement d'aller vers. Nous allons faire le choix de nous impliquer auprès de ces populations-là en implantant des permanences juridiques qui sont gratuites, confidentielles, dans les quartiers politiques de la ville. Parce que, par expérience, bien qu'il y a une multitude de lieux d'intervention, il est parfois difficile, voire impossible, pour une femme, ne serait-ce que de descendre de son immeuble pour prendre un métro et aller s'informer. Donc, le fait d'aller vers ces personnes est un atout incroyable et on voit aussi au niveau de la diversité des problématiques et le type de population auprès desquelles on arrive à intervenir. Récemment, il y a une collectivité qui nous a dit, mais voilà, ça change considérablement et pourtant, ça fait longtemps. Il y a certaines populations aussi qui n'allaient pas, qui n'osaient pas parce qu'on ne les écoutait pas. Et du coup, les violences faites aux femmes et particulièrement les femmes issues de l'immigration, elles sont déjà confrontées à l'ignorance de leurs droits, donc une problématique d'accès aux droits. Parce que pour avoir des droits, et comment je veux dire, pour utiliser ou avoir accès à ces droits, faut-il les connaître déjà. Donc, notre première démarche, c'est l'information. Donc, le fait de pouvoir et offrir à ces femmes et à ce type de population de l'accès aux droits gratuits, à leurs droits, et après, nous les accompagnons dans leurs démarches juridiques qui sont souvent complexes. Et ça peut être juridique, sociale, policière, familiale, et tout, c'est assez complexe. Donc là, l'accès aux droits, ces femmes aussi se retrouvent aussi sur un isolement social et professionnel, et souvent avec une dépendance administrative. Ça a été largement développé par l'ALIA, et du coup, qui les rendent encore plus vulnérables, plus dépendantes, d'où les violences sont multipliées, décuplées par rapport à leurs consoeurs nationales. Il y a aussi il y a un frein aussi pour ces femmes. Le plus souvent, quand elles arrivent ici,
elles ne connaissent pas et le plus souvent, on se rapproche de la communauté qui ne connaît pas aussi, qui a souvent vécu aussi de la victime pardon, des violences et malheureusement, on peut aussi les maintenir dans ce type d'ignorance et de violence. Moi, vu le temps qui nous est imparti, je vais vous expliquer rapidement au fait ce qu'on fait. Ce que je vous ai dit, c'est de l'accompagnement, de l'information jusqu'à la sortie des violences. Ça peut aller juste sur l'accès aux droits. Quels sont les droits qu'on peut avoir et utiliser, et surtout encourager ces femmes à accéder à leurs droits et à les utiliser pour une autonomisation, pour leur autonomisation. Et c'est souvent très difficile, mais le plus souvent, c'est un vecteur révélateur. Elles arrivent quand même à amorcer, à déclencher des procédures, souvent longues, mais elles arrivent à s'en sortir. D'autre part, les femmes étrangères aussi subissent de la discrimination administrative liée à leur statut. On a parlé de la dépendance administrative ici, le fait d'être conjoint de Français ou bien entrer en France au titre de regroupement familial, qui conditionnent leur titre de séjour, son renouvellement à une cohabitation, souvent avec l'auteur, ce qui fait que ces femmes subissent des sévices extraordinaires au niveau violence, qu'elles soient sexuelles, administratives, elles sont corvéables à merci et ça reste des esclaves par rapport à ces personnes. Donc, il est temps vraiment que cette dépendance, et je suis tout à fait d'accord et milite pour ce que Lalia vient de dire, que cette dépendance cesse, qu'on octroie à ces femmes un statut autonome, ça leur permettrait de souffler et pouvoir se projeter au niveau de la société parce qu'elles ont un bagage, elles ont des capacités et pour pouvoir s'installer. On ne peut pas parler d'égalité aujourd'hui en ignorant une partie de la population. Ça, il faut, quand on parle de migration ou d'immigration, la moitié de la population mondiale aujourd'hui, elle est féminine sur ces questions-là. Du coup, il y a un mépris administratif, un mépris institutionnel. Souvent, ces femmes ne parlent pas bien le français, ne le maîtrisent pas, et du coup, elles n'ont pas la bienveillance ou l'attention nécessaire par rapport à leurs problématiques, qu'elles soient judiciaires, policières ou administratives. Et souvent aussi, on les maintient dans leur statut. Juste pour illustrer un cas, une fois, une femme était venue à ma permanence, je l'ai informée, elle vivait des violences et avec son conjoint, elle avait 5 enfants. Et quand elle est venue, je lui ai expliqué la possibilité de décohabitation, de divorce et tout ce qui s'ensuit. Quand elle est revenue, elle est partie, elle était assez convaincue, elle est revenue. Et je suis entrée en contact avec une personne qui la suivait au niveau de son secteur, qui me dit, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire à ces femmes qu'elles ont des droits. On préfère que cette femme reste dans l'unité familiale en étant femme et avec ses enfants que de pouvoir entreprendre des démarches juridiques pour son autonomie. Je vous dis, c'est quelque chose de complètement sidérant. Et du coup, on maintient aussi ces femmes, elles sont infantilisées, comme quoi elles n'ont pas la capacité et le droit de pouvoir s'exprimer et de prendre des décisions pour elles-mêmes ou pour leurs enfants. Je reviens aussi au niveau des problématiques juridiques, elles sont multiples. Donc, on a parlé des violences, des questions de migration au niveau du statut personnel. Oui, beaucoup de femmes découvrent lors de démarches juridiques, voilà, elles sont liées au statut personnel de leur pays d'origine. Pas plus tard qu'hier que je traitais une question par rapport au divorce avec une femme marocaine, justement. Donc, elle a pris une bonne claque parce qu'elle vient de faire une demande de divorce et voilà, la question du coup. Et il y a aussi des questions au niveau des femmes migrantes avec sous couvert de conventions bilatérales et tout qui font qu'avec le statut personnel ou bien des répudiations assez rapides, du coup ces femmes ne sont même pas au courant ou il n'y a aucun principe de respect de contradictoire par rapport aux droits et aux libertés de ces femmes-là. Mais heureusement, il y a des moyens de recours qui existent. Cependant, il est très difficile, il y a trop peu qui entreprennent des démarches à ce niveau-là et ces démarches sont parfois aussi complexes, doublées à une possibilité d'avoir un avocat et il n'y a pas souvent les moyens. Donc, nous, on est spécialisé sur cette question-là aussi. Je vous prends juste un exemple rapide. J'aurais pu faire intervenir vraiment pas mal de femmes. Malheureusement, et la COVID en est une preuve, les femmes étrangères aussi sont les premières victimes de la fracture numérique
Il y a pas mal aujourd'hui qui ne pouvaient pas avoir accès à Internet du fait qu'aujourd'hui, elles ne pourront pas apporter leur témoignage aussi intéressant que soit. Il y a récemment je vais brosser rapidement deux situations qui m'ont marquée par rapport aux femmes migrantes, au traitement administratif, judiciaire ou policière. Il y a une première femme qui est arrivée à nous fin 2019 en pleurs. Elle venait juste d'être condamnée parce que pour paternité de complaisance par le tribunal de Paris. Du coup, cette femme ne comprenait pas ce qui lui arrive ni rien. Il s'avère que c'est une femme migrante qui a fui un pays en guerre, qui a connu tout le parcours de violence lors de son parcours d'exil, qui est tombée enceinte en cours de migration. Et elle est arrivée en Grèce, son compagnon n'a pas pu passer. Elle a pu rejoindre la France à 8 mois de grossesse et tout. Elle s'est retrouvée seule ici, mais heureusement prise en charge avec son enfant. Du coup, se retrouvant seule, ça démunie de tout. Elle fait une demande, non, elle ne fait même pas de demande d'asile. Au fait, elle tombe dans les griffes d'un monsieur ici qui a vu sa situation assez précaire, qui lui propose très vite un mariage. Au final, la femme, vu qu'elle a vécu des violences dans son pays et dans le pays de parcours, dans son parcours migratoire, décide quand même de ne pas tout de suite se marier, bien que voilà, il y a une relation amoureuse qui s'installe entre eux. Au final, il s'avère que ce monsieur, au fait, a trouvé une proie facile qui lui propose tout de suite de se prostituer. Il lui a trouvé des personnes des clients tout de suite. La femme refuse, elle est victime de séquestration, de viol, de coups et blessures, d'injures racistes, mais vraiment très, très, très violentes. Et entre deux, la femme s'échappe, elle revient, elle ne sait pas comment faire, mais en même temps, elle a envie quelque part de s'insérer et de reprendre une vie normale. Comme la femme n'a pas accepté les avances et les propositions de monsieur, il lui dit, écoute, pour te démontrer que je tiens à toi et tout, maintenant, comme tu as un enfant, je propose de reconnaître l'enfant. L'enfant est reconnu par monsieur. Madame va pour entreprendre les démarches administratives pour lui faire une pièce d'identité. Qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, un signalement au procureur pour une paternité de complaisance. La femme convoquée et avec brutalité policière est arrivée au niveau de la police. Elle se rend compte aussi que monsieur avait vu qu'elle s'est enfuie du domicile et que monsieur lui dit monsieur avait porté plainte contre elle, qu'il lui a forcé à faire une déclaration de paternité. La question arrive devant le tribunal, les deux sont condamnés à une peine de prison, à une peine d'amende. Donc cette femme était complètement démolie. Ce qui est assez incroyable, je vous dis, comment une reconnaissance de paternité est un acte personnel. Je ne vois pas comment on peut, ce monsieur a été devant les officiers d'état civil, il a fait une démarche personnelle, il n'était pas attaché pour reconnaître cet enfant-là. Mais malgré tout, on a reconnu les deux comme étant une paternité de complaisance. Cette femme étant condamnée, on a voulu, les personnes qui nous l'ont orientée, on voulait absolument qu'elle fasse appel parce que la procédure était très mal prise en charge et tout, même moi personnellement. Mais quand je lui ai posé la question complètement tétanisée, elle m'a dit non, je ne veux pas faire appel. Je lui ai dit pourquoi. Elle dit mais parce que je veux en finir avec cette histoire. Je dis ok, je respecte. Cependant, ce n'est pas ce qui lui a été dit précédemment, il fallait faire, on me l'avait orienté pour faire un recours et tout. Au final, qu'est-ce qu'il faut faire? Cette femme, elle est complètement emprisonnée, bien qu'elle a été condamnée pour paternité de complaisance, mais ça ne veut pas dire autant qu'au niveau civil, les droits vis-à-vis de monsieur sont finis. Du coup, elle est liée avec ce monsieur et son enfant aussi. Donc, étant étrangère sans papier, elle ne pouvait pas bénéficier non plus de l'aide juridictionnelle. Et nous avons fait une aide juridictionnelle motivée parce qu'il ne faut pas s'arrêter juste au texte. C'est vrai, l'aide juridictionnelle de principe n'est accordée qu'aux personnes en situation régulière, mais il y a des cas où la demande elle est légitime ou digne d'intérêt, on peut le faire. On a fait cette demande-là et heureusement, ça a abouti très rapidement. Et aujourd'hui, pour faire tomber cette paternité, afin que cette dame recouvre ses droits, donc elle sera la seule à disposer, à décider pour sa fille.
Donc, la procédure est en cours au niveau de Paris. Bah, bravo, Voilà. parce que c'est quand même pas rien cette histoire de paternité de complaisance, c'est fou. Alors, c'est un outil très, très facile à utiliser et largement utilisé. Je vous dis, j'en ai vu des femmes aujourd'hui qui avaient de la carte de 10 ans, qu'on découpe la carte parce qu'on les appelle en plus pour avoir accès à ce type de séjour. Ils utilisent des méthodes assez frauduleuses. Par exemple, on peut faire une convocation à la CAF en disant, voilà, vous venez ça, étant donné dès que vous arrivez, on va vous prendre la carte et la découper. Donc, je vais laisser le témoignage à Madame Ba. Il y a 1001 situations que j'aurais pu vous présenter avec plaisir et j'aurais aimé surtout que ces bénéficiaires présentent les situations. Merci à vous. Alors, écoutez, juste, je vous laisse présenter Aïssata Ba. Je sais que Aïssata, vous êtes malienne, vous êtes artiste et j'ai compris que vous étiez la première femme clown à représenter son pays au Grand Rassemblement de clowns à Niort en 2007. Donc, c'était le continent même, oui, le continent africain. C'était une première. Ah oui, c'était une première. C'est effectivement assez exceptionnel. Et donc, je vais vous laisser expliquer un petit peu vous, ce que vous avez à dire par rapport à ce parcours de migration où vous avez connu toutes les difficultés, hein, je crois, puisque Adama a souhaité que vous interveniez. C'est à vous, Aïssata. D'accord. Alors, moi, je suis Madame Ba, artiste d'origine malienne. Je suis arrivée en France en 2008 d'abord, suite à une évacuation sanitaire. C'est-à-dire, j'ai fait une crise de pancréatite accompagnée d'un diabète. Hein. C'était une pancréatite d'origine congénitale. Alors, moi, je venais déjà en France et je repartais de par mes activités d'artiste. Je venais souvent même en vacances avec mes enfants. Du coup, quand j'ai eu ma crise, je n'avais plus de visa, il était expiré. Donc, j'ai contacté l'ambassade de France parce qu'on n'a pas pu me donner les soins nécessaires à l'époque sur place. Du coup, j'ai consulté le consulat de France pour une demande de visa que j'avais toujours respectée sans souci. Alors, comme ils ont vu que c'était une évacuation sanitaire, ils m'ont demandé une caution de 33 000 €. Une caution de 33 000 €, c'était juste impossible, quoi. Je me demande combien de personnes, même en France, peuvent payer une telle somme. Donc, du coup, c'était la panique générale. Moi, j'étais là sur une civière, d'hôpital en hôpital, ça ne va pas. Mes enfants étaient tout petits, donc ça a été une panique générale. Alors, tout le monde a mis la main à la poche, hein, tout le monde est mis à contribution. Mais bon, ça n'a pas rapporté grand-chose et j'étais obligée de tout hypothéquer, une réalisation de combien d'années de labeur et tout, mon compagnon, moi, mes proches, tout le monde. On a pu réunir la somme, mais vraiment l'hypothèque a joué beaucoup sur la somme et puis il y a eu l'apport aussi d'un autre ami de la famille et l'argent a été mis dans une mallette pour aller au consulat. Et ils ont mis le visa sur le passeport. J'ai pu être évacuée en France ici et j'ai atterri à l'hôpital Cochin où j'ai été hospitalisée pendant 11 jours. Et vraiment au prix d'or. Hein. Pendant 11 jours, la chambre est facturée, les médicaments sont facturés et puis le passage du professeur qui venait me voir, tout ça a été facturé, mais vraiment bien facturé comme on le dit. Et ensuite arrive au bout des 11 jours, au moment de ma convalescence, il n'y a pas assez de lits à l'hôpital. Bon, il faut que je me débrouille pour aller faire ma convalescence où je peux. Hein. Donc, je n'avais nulle part où aller. J'ai atterri dans un hôtel, seul, sans assistance. Et l'hôtel aussi était payant. Donc, je suis restée à l'hôtel juste avec des médicaments et de la morphine. Chaque fois que j'ai de la douleur, je me mettais un comprimé de morphine sous la langue et tout le monde, ceux qui savent vous le diront, la douleur de la pancréatite, c'est quand même assez horrible, quoi. Donc, du coup, tout ça, ils sont quand même parvenus à me mettre d'appoint. Honnêtement, j'ai pu avoir des soins, j'ai été mise sur pied et je suis rentrée tout de suite chez moi. Alors, je suis rentrée chez moi et l'argent que j'ai donné en caution, je pensais tout de suite, comme je l'ai donné comme ça dans la mallette, qu'on allait me le retourner. Non. L'argent est venu à plus d'1 mois après parce que ça devait suivre un circuit administratif. Et pour les personnes qui détiennent votre hypothèque, c'est vraiment l'aubaine. Hein?
c'est vraiment l'aubaine. Donc, du coup, c'était compliqué. Je suis repartie à zéro. Je me suis remise au boulot avec la famille, mon compagnon et tout. Et vraiment, j'ai continué mes activités, mais avec toujours l'épée Damoclès sur la tête. On se dit à chaque fois, si jamais il m'arrive une crise, ce n'est pas possible. J'entends très souvent, oui, mais cette maladie se soigne chez vous maintenant, le diabète se soigne. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que moi, j'avais les produits qu'on vend chez nous, en grande partie sont contrefaits. L'insuline que vous vous procurez là-bas, la chaîne de froid n'est pas respectée. Et ensuite, si vous achetez l'insuline, vous l'amenez même chez vous, vous avez des coupures d'électricité intempestives et vous les perdez. Et le type d'insuline que je fais ici, impossible de me le procurer chez moi, ce n'est pas possible. Il faut le commander à partir d'ici, même les simples bandelettes pour se piquer, pour vérifier son taux de glycémie. Tout ça était vraiment un parcours du combattant. Alors, je suis venue pour mon contrôle et puis je suis restée. Là, je suis restée, mais c'est ce que je me dis. Je me suis dit, bon, je sors d'un milieu où déjà être femme est considéré comme une fatalité. C'est une société patriarcale, on l'a dit, vous êtes au service des hommes de la famille, du plus grand au plus petit, vous êtes juste une femme, quoi. Donc, vous arrivez dans un pays des droits de l'homme, la France, vous êtes contente, vous dites, bon, ok, enfin, je pourrais être moi-même, avec tout le risque que mon travail comporte aujourd'hui, avec l'avancée des islamistes. On ne dit même pas l'avancée, c'est l'occupation particulièrement du Mali par les islamistes aujourd'hui. Vous vous dites, bon, je suis en France, enfin, je peux souffler. Sauf que la précarité qui vous attend ici est pire que celle que vous craignez chez vous. Vous avez dans votre valise que des handicaps. Vous êtes femme, vous êtes migrante, vous êtes sans papier et vous êtes noire. Donc ça, c'est la totale. Ici, vous déchantez très vite et vous nagez en plein cauchemar. Chaque jour, vous avez des propos sexistes. Chaque jour, vous avez le mépris, vous avez le regard qui vous dit tous les jours que vous n'êtes pas la bienvenue et tout le monde est mis dans le même tas, quoi. C'est-à-dire vous n'avez pas de nationalité, vous n'avez pas de parcours, vous n'avez pas de vie, vous êtes juste une migrante, point. Voilà, migrante est devenue votre identité et vous dites, bon, ok, comme tout le monde est fermé, vous tournez tout de suite vers la communauté, votre communauté, qui n'a pas forcément les bonnes informations, qui vous renferme encore dans cette communauté et vous n'évoluez pas. Et chaque jour, vous vous rendez compte que, bon, ils font ce qu'ils peuvent. De toute façon, ils sont eux aussi dans la même précarité. La grande majorité des gens de notre communauté qui sont ici, chacun se cherche. On se rend compte que c'est vraiment la loi de la jungle. Alors, vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas de boulot. Vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas de revenus. Pas de revenus, pas de logement. Pas de logement, pas de dignité. Et ça, c'est le pas accumulé qui vous font chaque jour plonger. Et là, vous vous redressez, vous essayez de vous relever, vous prenez des coups. Et chaque jour, vous entendez des propos qui vous blessent. Et moi, une petite anecdote, je cherchais juste une adresse. Je rencontre un monsieur d'un certain âge qui me dit, alors, ça cherche la sécu. Je dis, mais monsieur, pourquoi vous me demandez si je cherche la sécu? Oui, je sais, parce que vous allez encore choper dans la sécu. Vous allez creuser le trou de la sécu. Bon, la bonne petite africaine que je suis, qui a reçu une éducation vis-à-vis des personnes âgées, j'ai juste souri. J'ai dit, mais monsieur, non, c'est pas ça. Je ne cherche pas la sécurité sociale. J'ai juste rendez-vous avec des amis. Et puis, j'ai continué. Et ça, c'est juste une petite anecdote. Il faut avoir vraiment les nerfs solides pour ne pas craquer tous les jours. Et vous voyez, les portes se ferment parce que vous venez avec de l'espoir. Vous venez avec du potentiel. Vous venez, vous dites, j'ai envie de travailler, j'ai envie de me battre, j'ai envie de sortir de cette situation. Je ne veux pas rester précaire. Parce que je suis une femme, mais ce n'est pas une fatalité. Je suis forte, j'ai envie de faire des choses. Mais le système vous pousse chaque jour vers la précarité. Et c'est le système qui va au plus profond de vous, chercher votre dignité que vous avez soigneusement cachée, la sortir. Et quand une personne est atteinte dans sa dignité,
Alors là, vous vous réveillez le matin, vous avez le mépris de vous-même. Et quand quelqu'un a le mépris de soi, je peux vous dire qu'il n'en sort rien de bon. Vous vous dites, bon, je ne sers à rien, puisque je n'ai rien à gagner, tant pis, je n'ai rien à perdre. Et tous ces gens que vous jugez, et quand vous venez, vos frères africains, hein, ils vous voient tout de suite, les gens vous suivent, ils vous prennent pour une prostituée. Ça, c'est vraiment la règle ici. Tout le monde vous prend pour une prostituée, on vous propose des choses. Au début, vous êtes choqués, mais au fur et à mesure que vous êtes ici, vous voyez que c'est la réalité de la rue, et c'est cette réalité-là qui s'offre à beaucoup de personnes. C'est la rue, c'est la manche, c'est la prostitution, c'est les délits, c'est-à-dire il ne vous reste plus rien. Et c'est le moment crucial où beaucoup franchissent la barrière. Vous vous retrouvez très vite de l'autre côté de la barrière. Et je peux vous dire que si, à ce moment précis, vous n'avez pas une oreille à l'écoute, vous n'avez pas une main tendue, vous n'avez pas une épaule sur laquelle pleurer, alors vous plongez et pour ne plus jamais vous relever. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de personnes. Moi, je prends chaque jour sur moi. Je suis juste une personne, une femme fière, une femme qui a du potentiel, une femme qui a envie de travailler, une femme qui a envie de se battre pour exister. Mais chaque jour, on vous ramène à votre condition de migrant. Et c'est là où je remercie quand même beaucoup les associations qui se battent. Et le jour où j'ai rencontré Adama, quand on a parlé, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et je me suis rencontré que chaque femme migrante que j'ai rencontrée ici, avec laquelle j'ai discuté, elle parle toujours de pleurer. Pleurer. Le mot pleurer revient chaque fois, chaque fois. Je dis, mais pourquoi chaque fois on me parle que de pleurer? Vous pleurez parce qu'il ne vous reste plus que ça. Vous êtes forte, mais vous avez tout pour vous ramener plus bas que terre, pour vous rabaisser. Et moi, j'ai juste envie de dire aux femmes, à toutes ces femmes, et d'ailleurs, avec l'arrivée de la COVID, la précarité est encore pire avec l'arrivée de la COVID. Même les personnes qui vous tendaient la main, qui vous donnaient des petits trucs pour que vous puissiez vraiment survivre, hein, parce qu'il s'agit de survivre. Et on sait qu'une femme a besoin d'hygiène, une femme a besoin plus de toilettes. Là où il faut 5 euros pour un homme, il faut peut-être 10 euros pour une femme. Et vous voulez coûte que coûte garder votre dignité, mais il arrive un moment où vous vous réveillez le matin, vous vous dites, bon, les autres l'ont fait, pourquoi pas moi? Et là, si vous arrivez à ce niveau, ça veut dire que si on ne vole pas à votre secours, c'est déjà parti, quoi. Et si l'humanité, réellement l'humanité ne change pas après le Covid, ça veut dire qu'on n'aura rien appris comme leçon, parce que pour une fois au monde, nous avons tous été égaux, tous sans exception, égaux devant la peur de mourir, la peur de tout perdre. On se rend compte que ça ne tient à rien souvent. Et si j'ai une note positive, vraiment, je m'adresse à toutes les femmes migrantes. Je leur dis de prendre l'espoir comme bouclier contre toutes les violences, même celles qui viennent des textes et des lois. Parce que nous sommes des femmes, oui, parce que nous sommes fortes, parce que le changement viendra de nous. Merci beaucoup, Aïssata Ba. Franchement, c'est vraiment ça. On a vraiment envie de vous applaudir parce que c'est ça. Vous êtes l'exemple même de ce que sont les femmes fortes, effectivement. Tout sauf des personnes qui restent dans une situation de victime et qui se recroquevillent. Vous vous relevez tous les jours. Et vraiment, c'est admirable. Et c'est ça aussi, c'est aussi votre force qui nous donne, à nous qui subissons des discriminations, mais 1000 fois moins que vous, c'est vous qui nous donnez la force de continuer et de nous battre aussi pour l'ensemble des femmes. Donc, merci infiniment. Je pense que je ne suis pas la seule à être extrêmement touchée, voire émue par votre témoignage. Merci Aïssata. Bon, le temps passe, donc je vais donner la parole à présent à Adriana Santiago. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Adriana
Vous êtes une féministe portugaise-brésilienne, donc on est dans un autre continent, donc on continue à voyager. Vous êtes vous-même, vous êtes diplômée en relations internationales et vous êtes spécialisée en migration internationale. Vous travaillez contre l'exploitation sexuelle et pour le développement d'un mouvement de libération féministe global, sans frontières. Et vous travaillez aussi au réseau européen des femmes migrantes, ENO, et vous êtes aussi coordinatrice et co-facilitatrice du mouvement des jeunes femmes de Hainaut, à savoir les Radical Girls, pardon. Et donc, j'aimerais vous poser la question de qu'est-ce que c'est que le réseau Hainaut et quel est le rôle des Radical Girls? Pourquoi y a-t-il besoin d'un mouvement de jeunesse à l'intérieur d'un réseau féministe? Donc, on vous écoute, Adriana. Bonsoir et merci à toutes les intervenantes avant. Je suis un peu bouleversée, je vous avoue, mais je trouve qu'on a quand même besoin d'écouter ce genre de paroles parce qu'on ne nous la donne pas souvent. Donc, merci Aïssata pour ton témoignage et merci Adama et toutes les autres qui sont venues avant. Et merci Marie-Paul pour l'invitation de ce soir. Donc, effectivement, je n'ai pas beaucoup de temps. Et je n'ai pas envie de prendre le temps d'aucune femme. Donc, je vais vous présenter en quelques minutes Hainaut et puis Radical Girls. Et après, si vous avez des questions supplémentaires, je veux bien laisser mon contact pour que vous puissiez me contacter pour n'importe. Donc, Hainaut, c'est le réseau européen des femmes migrantes. C'est le European Network of Migrant Women. C'est une plateforme féministe, laïque, universaliste et surtout, pas surtout, mais vraiment très important, abolitionniste. Dirigée par des femmes migrantes. On travaille pour la défense des droits, les libertés et les dignités des filles et des femmes migrantes, réfugiées et issues de minorités ethniques en Europe. On se décrit comme association migrante parce qu'on se sépare un peu du discours mainstream ou du discours institutionnel de la Commission européenne par rapport à qu'est-ce une femme migrante ou pas. Nous, on entend qu'une femme migrante est une femme qui a un bagage migratoire. Par exemple, moi, je suis issue de la 2e génération de migrants parce que ma mère est portugaise, mon papa était brésilien et je suis née au Luxembourg et je vis maintenant en Belgique. Dans le réseau, on compte plus de 50 organisations dirigées par et pour les femmes migrantes dans plus de 20 pays européens. Et ces femmes et ces organisations sont vraiment sont issues de presque toutes les régions du monde. Je vois ici Adama et Marie-Paul qui sont aussi nos membres, donc je suis très très contente de les voir et je suis contente qu'on puisse vraiment être présente et donner cette force et cette impression de réseau que je trouve essentielle dans le mouvement féministe. Donc, juste pour un peu finir, on a été fondé en 2012 et les organisations fondatrices du réseau vraiment avaient besoin d'une structure formelle qui viendrait visibiliser les préoccupations et les droits des femmes migrantes. Donc, on est vraiment une structure mère ou une structure parapluie, disons, d'organisations et de femmes migrantes partout en Europe. Et on a créé ce réseau parce qu'on voulait être décideuse et leaderesse de notre propre vie et pas perçue tout le temps en tant que bénéficiaire de services d'autres organisations. Donc, dans les membres d'Hainaut, on compte un large éventail de sujets. Je dirais qu'il y a 3 axes principaux sur lesquels on se dédie. Le premier, ce serait l'autonomisation ou l'empowerment économique. Sans cela, effectivement, comme le disait Adama, pas possible de faire valoir ses droits et pas possible d'en parler parce qu'on est dans la précarité et on est dédié à la survie. Aïssata a parlé de prostitution. Beaucoup de femmes migrantes ou la majorité écrasante de femmes dans la prostitution sont des femmes migrantes, justement parce qu'elles se retrouvent dans les pays d'accueil. Est-ce que je peux parler vraiment d'un pays d'accueil où les femmes sont payées à se prostituer?
Mais on a aussi des autres axes qui sont la lutte contre la discrimination et l'accès à la justice. Et le troisième axe qui englobe tout ça, ce serait la lutte contre la violence masculine envers les femmes et les filles. Et je précise qu'on parle vraiment tout le temps de violence masculine parce qu'on est consciente que le patriarcat est un système tentaculaire et global, institutionnalisé aussi, et que voilà, on ne peut pas nier que la plupart de la violence que les femmes souffrent viennent d'acteurs masculins ou d'acteurs institutionnels dirigés pour et par des hommes. Par rapport à la migration, on a aussi senti l'urgence d'officialiser une plateforme féministe migrante, parce que les politiques européennes et toutes les législations européennes en matière d'asile et d'immigration ne tiennent pas en compte la dimension genrée de la migration. Donc, on parle tout le temps de féminisation de la migration, mais on n'explique pas vraiment pourquoi. On ne pense pas au fait que la migration va affecter différemment les femmes et les hommes. Et quand on regarde la plupart de la législation européenne par rapport à l'asile et l'immigration, on ne parle que d'hommes. Par exemple, le nouveau pacte sur l'asile et l'immigration parle de femmes 3 fois, alors que c'est un document bien complet et chargé. Donc voilà. Et on sait aussi que les femmes et les filles migrantes sont touchées par la violence masculine et que cette violence est exacerbée par des expériences négatives par rapport au racisme, le manque de soutien familial dans les pays d'accueil, l'exclusion culturelle et tous les obstacles juridiques, administratifs, économiques et linguistiques que les femmes migrantes sont confrontées dans les pays qui les reçoivent, entre guillemets. Donc ça, c'était pour Reno. Alors pour les Radical Girls, et pour répondre à la question de Jocelyne, les Radical Girls, c'est le mouvement de jeunes femmes du réseau européen de femmes migrantes. Donc on est toutes membres du réseau européen de femmes migrantes, mais on a décidé de créer ce groupe parce qu'on s'est dit qu'il y avait vraiment un manque d'articulation intergénérationnelle dans le mouvement féministe. On a bien sûr tout le travail énorme fait par toutes les femmes, par tout le mouvement féministe, par nos grands-mères, par nos mères, mais on n'est pas vraiment articulé avec ce mouvement et il y a beaucoup de difficultés à s'y retrouver et à faire valoir nos droits dedans. Donc on s'est dit qu'on avait vraiment besoin d'une structure qui reprenne la spécificité de la problématique des jeunes femmes et filles migrantes. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle on a créé ce groupe. Alors, on a les mêmes valeurs que le réseau européen des femmes migrantes. Donc, on a ces valeurs universalistes, laïques, abolitionnistes. Mais on a, comme je vous ai dit avant, cette spécificité et on est plus centré dans un public plus jeune. Donc, quand je parle de public plus jeune, ça veut dire deux choses. Nous, notre groupe Radical Girls, on a toutes moins de 30 ans. Mais les activités qu'on mène et les projets qu'on mène sont tous visés aux jeunes filles et femmes entre 17 et 29 ans. Donc, c'est là où se trouve notre spécificité. Pourquoi on s'appelle radical? Parce que le mot radical veut tout simplement dire qu'on va aller à la racine des problèmes et atteindre la base, mais aussi parce qu'on s'inscrit dans la tradition du féminisme radical des années 60 et 70. Pardon. Ici en Belgique, on dit 70. Donc voilà, c'est cette logique-là que je voulais vous amener. En ce moment, dans le groupe, on est 12 membres. On est dans plusieurs pays d'Europe. On est en France, en Belgique, en Pologne, en Italie, au Portugal, en Espagne, au Royaume-Uni et en Écosse. Et ça, c'est parce que on a décidé de vraiment, comment dire en français, vraiment miser sur ce concept de féminisme sans frontières. Et on s'est dit qu'en étant plus présente dans plusieurs pays, on pourrait atteindre plus de jeunes et faire le travail qu'on voulait. Et pour finir, le pourquoi de ce groupe, c'est parce qu'on a vraiment pris la responsabilité de préparer un avenir meilleur pour les générations à venir, tel comme vous l'avez fait pour nous, comme nos mères et nos grands-mères l'ont fait pour nous. Nous aussi, on prend cette responsabilité pour les générations à venir,
On sait que le contexte ou le panorama de maintenant est très difficile pour les jeunes filles. C'est une culture patriarcale très dure à vivre. Depuis très très jeune, on sent vraiment cette sexualisation de notre oppression. Il y a tout le relativisme culturel aussi de la gauche européenne et de l'Europe en général qui vient un peu enlever la pression de tout ce que disait Amel avant. Donc, c'est comme si on perdait un peu le feu en fait du mouvement et qu'il n'y a un peu plus rien à critiquer parce que tout est libération, tout est empowerment. Donc, on s'est dit qu'on avait vraiment la responsabilité de venir dire que non, il y a plusieurs trucs qui ne marchent pas et c'est à nous de porter le flambeau et c'est à nous de préparer un avenir meilleur pour que la prochaine génération ne souffre pas autant. Après, je ne sais pas si c'est possible, mais j'espère qu'on laisse un peu quelques traces et quelque chose à bâtir et qu'on ne laisse pas les femmes et les filles dans la détresse, quoi. Pour finir, nos priorités, je dirais qu'on en a beaucoup parce qu'on est très ambitieuse, mais c'est vrai qu'il faut séparer pour être effective. La première priorité qu'on a, c'est faire un plaidoyer collectif au niveau européen. Donc, on a fait ça au Parlement européen, par exemple, mais on essaie de faire ça surtout au niveau national et local parce qu'on est vraiment... on pense que le mouvement doit vraiment s'articuler avec les organisations de base, les organisations de terrain, qui, elles, savent vraiment la réalité de ce qui se passe. À niveau interne, on a aussi une participation active au sein du réseau. Donc, ça veut dire que tous les membres de Radical Girl vont être présents dans les groupes de travail de notre réseau pour être sûr que notre point de vue, mais aussi que notre expertise, on n'en a pas en tant que les femmes d'avant, mais on essaye quand même. Et on vient aussi, à niveau interne, renforcer le travail de membres d'ENO. Donc, il y a plusieurs de nos membres qui veulent atteindre les jeunes femmes migrantes, mais elles ne savent pas quoi faire avec elles ne savent pas quel type d'activité en prendre, elles ne savent pas par où commencer. Donc, elles font appel à nous. Pour vous donner un exemple de ça, on vient de terminer un projet avec l'Université de Sciences Po Paris et qui a pour but de créer une espèce de, je ne sais pas comment on dit en français, et je m'excuse vraiment parce que je ne suis pas habituée à en parler en français, mais un toolkit, si quelqu'un peut m'aider. Voilà, le résultat final, ce serait un toolkit pour que nos membres puissent entreprendre des activités avec des jeunes femmes migrantes. Voilà, boîte à outils. Merci, Jocelyne. Et la quatrième priorité, c'est les camps féministes de sensibilisation et de renforcement de capacités qu'on a dans Radical Girl. Donc, on a pensé que pour atteindre vraiment les femmes, effectivement, on avait besoin de faire des campements féministes. Là, en 2019, on a fait un campement féministe en Espagne avec 20 jeunes femmes de 17 ans à 21 ans. Où on a renforcé leurs capacités et on a fait vraiment un grand éventail d'activités et d'ateliers avec. Et voilà, pour répondre à la question de Jocelyne, c'est vraiment, je trouve personnellement, après peut-être c'est pas l'opinion de toutes les filles du groupe de Radical Girls, mais je trouve qu'il y a vraiment un manque d'articulation dans le mouvement féministe. On parlait de génération d'avant ou la génération de maintenant, et je pense que la génération de maintenant doit vraiment s'appuyer sur toutes les bases qu'on nous a données avant. Mais je trouve aussi qu'il faut une ouverture de la génération d'avant par rapport aux jeunes filles et femmes de maintenant, parce qu'on a quand même beaucoup à montrer. On est inscrit dans un contexte qui est très, très violent et on peut apporter une nouvelle vision. Mais aussi parce que... pardon. Ah, que se passe-t-il? On a un problème de connexion. Oui, je pense. Apparemment, un problème de connexion d'Adriana qui va essayer de se reconnecter, j'imagine. Est-ce qu'elle essaie de se reconnecter? Astrid, est-ce que tu as une tentative de reconnexion d'Adriana? Bon, écoutez, alors je vous propose, bon, c'est dommage parce qu'elle est
elle n'est pas là, mais je voulais dire tout le bien que je pensais de l'intervention d'Adriana, et je ne suis pas la seule. Je jette un coup d'œil un peu tardivement sur les commentaires dans le chat. C'est vrai que c'est très important que les jeunes féministes prennent toute leur part dans cette lutte. Ça, c'est essentiel. Et parce que, à la fois parce qu'elles préparent l'avenir, effectivement, mais aussi pour nous, les aînés dont elles parlent, parce que il me semble que, en effet, avoir les jeunes féministes avec nous, être ensemble et non pas des mouvements morcelés, ça permet aussi de nous donner plus de crédibilité. C'est-à-dire que notre lutte, elle est toujours celle du présent et non pas simplement une vue de l'esprit du passé, loin de là. Et c'est par les jeunes aussi qu'on renforce la crédibilité de nos combats plus anciens, mais toujours actuels. Et oui, je suis d'accord avec elle. Je ne sais pas si elle s'est reconnectée depuis. Est-ce qu'elle s'est reconnectée? Elle n'y arrive pas. Je suis là, désolée. Ah, formidable. J'étais en train de dire tout le mal que je pensais de vous. Donc, non, vraiment, je trouvais formidable. Et je voulais dire que, juste pour terminer, que c'est vrai, vous avez raison. Il faut que les aînés, les féministes plus anciennes que nous représentons, soient ouvertes, attentives et écoutent ce que les jeunes féministes ont à dire. C'est vrai qu'il ne faut pas camper sur des positions, même si ça ne veut pas dire qu'on n'est pas droite sur nos valeurs et sur nos socles, hein, ce n'est pas ça la question. Mais c'est très important d'entendre les jeunes féministes et de voir qu'elles sont aussi, c'est seulement par le mélange et par le rassemblement de toutes, des jeunes et des aînés, qu'on peut avancer, qu'on peut vraiment faire progresser les droits des femmes partout dans le monde. Donc, merci de l'avoir dit, parce que c'est vrai que souvent l'image des plus anciennes est qu'elles elles campent sur des positions des années 70 ou 80, etc. Ben non, on a besoin effectivement des jeunes féministes et on les écoute. Enfin, en tout cas, à la clé, on les écoute beaucoup et on essaie de les intégrer le plus possible. Merci beaucoup, Adriana, pour ce témoignage et pour cette explication sur Eno et sur Radical Girls. Je trouve que c'est très intéressant, effectivement, que vous soyez dans du mouvement comme ça. Merci beaucoup. Donc, eh bien maintenant, nous allons passer à Martine Lévy. Martine, tu es toujours là, donc je te tutoie parce que ça fait tellement d'années qu'on se connaît, ce qui ne nous rajeunit pas, ma bonne dame, mais tant pis. Donc, Martine Lévy, tu es donc docteur de l'Institut d'études politiques de Paris. Tu es la déléguée du Forum Femmes Méditerranée, qui est notamment fondateur de la Fondation des femmes de l'Euro-Méditerranée. Tu es évidemment une militante féministe de longue date. Tu as été vice-présidente du lobby européen des femmes pendant plusieurs années, de 2006 à 2010. Tu t'es beaucoup intéressée et tu as travaillé sur la question des femmes et des migrations. Ensuite, tu as été, entre 2009 et 2013, tu as été chargée de mission à l'égalité des chances et puis à l'égalité femmes-hommes au ministère de l'Intérieur. Et tu as notamment participé à la délégation française sur les négociations sur Pékin, et tu es l'autrice du rapport Femmes, nouveaux équilibres, cohésion de la société française. Voilà. Donc, Martine, j'ai envie de te poser une question. Tu nous as parlé à Marie-Paul et à moi d'un projet de marrainage qui est très intéressant, marrainage entre femmes immigrées et femmes non immigrées. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste et est-ce que tu peux faire un premier bilan de cette action qui semble très concrète et qui est complètement, en termes de concept, dans la sororité? Donc, c'est à toi. Merci de m'accueillir. Donc, moi, je fais partie des vieilles féministes qui militent depuis la fin des années 60.
hein, mais bon, je crois que c'est très important effectivement qu'il y ait un relais aussi dynamique qui soit pris par les jeunes. Donc, en fin de cette soirée riche, je voudrais donc présenter rapidement l'action qui est menée par le Forum Femmes Méditerranée sur Marseille et ses environs sur le marrainage. C'est un exemple concret, en fait, de comment une association féministe depuis les années 90 peut promouvoir sur le terrain la défense des objectifs d'égalité, d'autonomie et de liberté des femmes, du local à l'international. Bon, tu as dit qu'on était effectivement membre fondateur de la fondation. Ce que le forum met en œuvre, essaie de mettre en œuvre sur le terrain, et c'est ce que je vais préciser, c'est concrètement le principe de solidarité, c'est-à-dire une solidarité humaine d'accueil, et j'ai bien entendu l'ALIA, puisque comme elle le sait, les Algériennes ont été quand même beaucoup accueillies par l'ensemble de la communauté, je dirais, du Sud-Est et en particulier de Marseille, et que le forum, ça fait partie de son engagement fort, mais c'est aussi, et ça je crois que c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la valorisation culturelle des femmes. C'est-à-dire qu'au-delà de l'économie, au-delà du social, il y a aussi la culture. Et par exemple, nous avons coédité récemment un livre qui s'appelle La traversée des macaronis de Marie-France Montebello, c'est-à-dire des femmes, une histoire qui raconte un parcours migratoire de 10 femmes. Et je crois combien c'est important en fait que par des activités littéraires, on puisse échanger, transmettre, partager des expériences, mais aussi voir la diversité des résistances des femmes. Certaines d'entre vous nous ont montré ces résistances et je crois que c'est important que ce soit consigné dans des livres et que ce soit diffusé. Et moi, je vous inviterai à promouvoir, au-delà, si vous voulez, de nos actions concrètes et juridiques et économiques, ce qui était moins ma spécialité, si je puis dire, les aspects culturels qui permettent de tisser d'autres liens. Donc, par rapport à ça, le marrainage, c'est une action de terrain qui peut se résumer en quelque sorte à un accompagnement des femmes d'origine étrangère dans leurs projets en France. Et ça se résume humainement, c'est quand même beaucoup plus. C'est un engagement réciproque et bénévole dont les objectifs sont de mobiliser vers l'insertion professionnelle des femmes qui rencontrent des difficultés d'ordre social, personnel, administratif, pour en fait leur permettre de rebondir sur un projet de vie. Et ça, dans ce qu'on a entendu ce soir, le fait de pouvoir avoir quelqu'un qui vous accompagne sur votre projet de vie qui se décante en quelque sorte dans les échanges, je crois que c'est très important. Et donc, j'avais un dépliant, je ne sais pas si en fait Astrid peut l'afficher. J'avais fait un montage de dépliant que j'ai envoyé à un partage d'écran là. Donc là, vous voyez, l'écran vous permet, si vous... Merci Astrid. Merci Astrid. Je savais qu'en fait, la jeune génération était plus douée techniquement que moi, je ne le saurais jamais. Donc, merci beaucoup. Donc, en fait, ça vous explique ça vous donne un certain nombre de dates à gauche et ça vous dit surtout ce que l'on attend des apports de l'échange. Pour une femme étrangère, devenir ce qu'on appelle filleule permet d'être accompagnée par une femme qui a l'expérience dans le domaine de son choix, c'est-à-dire principalement professionnel, mais aussi associatif, culturel et politique, et d'obtenir des conseils, d'échanger. Mais c'est quelque chose qui permet aussi, au-delà de ce domaine spécifique, d'intégrer des réseaux d'entraide et de solidarité. Et je crois que pour nous, féministes, c'est très important d'intégrer ces réseaux d'entraide et de solidarité. Pour la personne plus ancienne, disons la marraine, accompagner une femme et lui apporter des conseils dans sa démarche, c'est à la fois soutenir quelqu'un en partageant son expérience, mais aussi c'est s'enrichir en échangeant avec une personne d'une autre culture et qui a donc une autre vision des choses, et ça lui permet de partager et d'intégrer des réseaux d'entraide et de solidarité. Le dispositif, il a été mis en place en 2018.
Il est relancé pour 2021. Vous avez là un certain nombre de dates de rencontres pour pouvoir marier en quelque sorte les marraines et les filleuls. Et c'est une expérience en fait dont le Forum Femmes Méditerranée a quelque part repris l'idée, puisque ça a été initié par la Maison internationale de Rennes il y a déjà plus d'une dizaine d'années, et que je dirais que selon des modalités différentes, la Maison des femmes du 12e arrondissement à Paris s'efforce aussi de concrétiser, c'est-à-dire que ces démarches de partage, d'accompagnement, de soutien entre différentes générations et entre des femmes d'origine et des femmes de l'extérieur est quelque chose qui peut se faire selon différentes modalités, et que c'est donc une démarche de valorisation des parcours. Globalement, si vous voulez, en termes d'effectifs, ça se fait par 10, 20 personnes, 30 personnes. Ce ne sont pas des effectifs extrêmement importants, mais c'est quelque chose qui évolue en fonction des rencontres, des besoins et des échanges. Donc, je crois que cette solidarité en fait que le projet exprime avec les femmes d'ailleurs est quelque chose qui concrétise nos engagements dans la mesure où il donne une vigilance accrue sur leur situation et leurs droits. Et je dirais que là, je fais appel à ma propre expérience un peu longue, à la fois au niveau national, européen, mais aussi international, sur les droits des femmes et nos valeurs humanistes, que c'est une exigence et que si on ne peut pas concrètement manifester notre solidarité et défendre les droits des femmes migrantes, il y a de forts risques qu'il y ait un reflux important de nos situations de femmes féministes et autres, et globalement de nos droits, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs. Je crois que la notion de solidarité, qui est quelque chose que le Forum Femmes Méditerranée défend très fortement partout, tout le temps, sous différentes formes, est quelque chose qui nous permet à nous d'avancer. Et là, nous sommes ce soir, et ça je remercie en fait Jocelyne et Marie-Paul, dans un cadre où on est solidaire et on s'exprime à différentes générations, entre les jeunes, je dirais, et les moins jeunes. Et je dirais qu'il faut je fais un appel à toutes pour que sous des modalités comme celles que nous la menons, nous, avec nos effectifs quand même réduits sur Marseille et sa région, mais aussi qui se fait à Rennes, qui se fait à Paris, que dans chaque région, on puisse mobiliser et partager des femmes féministes dans les réseaux et des femmes migrantes, de façon à pouvoir en fait alimenter aussi et renforcer et les réseaux régionaux, les réseaux nationaux et le réseau européen. Je crois qu'on a, si vous voulez, c'est très important que par des petites actions comme celle-ci, mais qui expriment concrètement les choses, on puisse remonter et renforcer le réseau et obliger après les autorités nationales comme les autorités européennes à changer leur fusil d'épaule et effectivement à apporter des soutiens beaucoup plus forts. Et à cet égard, je voudrais conclure en rendant hommage au travail qui est mené depuis presque 30 ans par le Forum Femmes Méditerranée, ses bénévoles, ses salariés, et aussi sa présidente actuelle et qui l'a créée et qui est revenue, Esther Fouchier. Donc, si vous voulez, moi, en tant que Parisienne, en tant que ce qu'on a appelé une fémocrate, je dois dire que descendant de Bruxelles pour en fait pour le programme ENO, j'ai été vraiment époustouflée par cette manière, si vous voulez, dans la culture, sur le terrain, dans des manifestations un peu sous tous les aspects. Si vous voulez, les femmes se mobilisent dans cette région qui n'est pas une région facile pour affirmer, défendre et promouvoir les droits des femmes et les droits de toutes les femmes, femmes migrantes, d'origine étrangère ou pas, et tout. Donc voilà, et de toutes les générations, puisque dans l'équipe avec laquelle nous travaillons, nous avons aussi des jeunes femmes. Merci. Voilà, moi je suis brève. Hein. Merci beaucoup
Martine pour cette intervention et pour cet exemple tout à fait sur ce projet tout à fait intéressant et concret, en effet. C'est l'exemple même de ce qui peut faire avancer, de ces pas de fourmis, mais qui font avancer le monde au final. Voilà, c'est bien cet exemple du marrainage, c'est une excellente initiative et bravo de l'avoir mis en place. Bien, nous arrivons à peu près au terme, oui, de notre échange. Je souhaiterais peut-être, en guise de conclusion, dans le cadre du Forum international des droits des femmes que nous organisons, que la Clé organise avec toutes ces associations du 4 au 7 avril, donc autour d'une vingtaine d'ateliers en successif. On souhaite mettre en exergue les priorités que les associations qui travaillent sur le terrain au quotidien souhaiteraient mettre en avant et présenter au gouvernement français. Donc, dans ce cadre-là, nous réfléchissons, les commissions de la Clé, dont la commission Femmes et Migration, bien sûr, y travaillent. Et sans doute, il s'est dit ce soir des choses extraordinaires, vraiment. Et donc, je tiens vraiment à remercier tout le monde de l'excellence de ces interventions, de la pertinence, de l'émotion qui s'est dégagée d'un grand nombre de ces interventions. Et ça avait quelque chose, je vais dire, de vrai et ça, voilà, je trouve que ça booste, ça nous remonte le moral et ça nous donne envie de continuer et de rien lâcher, quoi, franchement. Donc, je pense qu'il y a des recommandations qui ont affleuré un peu là, enfin des priorités qui ont affleuré. Et j'aimerais passer la parole à Marie-Paul, puisque c'est elle qui pilotait ce mardi. On a à chaque fois une pilote des Mardis de la Clé. Et peut-être est-ce que sans doute d'ailleurs, tu vas avoir quelque chose à nous dire, une recommandation à nous proposer, Marie-Paul. Donc, je te cède la parole. Oui, merci beaucoup Jocelyne. Je voulais dire que j'étais vraiment particulièrement contente, moi aussi, d'avoir pu rencontrer et connaître des personnes que je ne connaissais pas, comme Madame Ba, Issata Ba, Amel, que je ne connaissais pas du tout, et puis Lalia, finalement, que j'ai croisé, mais que je connaissais pas, dont je connaissais pas le travail de militante suffisamment. Et toutes les autres, mais que je connais un peu mieux. Là, nous approchons le 8 mars et je voudrais dire qu'effectivement, d'après si j'essaye de résumer avec des grandes idées, il y a évidemment l'idée fondamentale de la solidarité entre toutes les femmes et les filles, et on voit comment cette solidarité, par exemple au travers du témoignage de Madame Ba, enfin, comme ça peut nous donner de la force et comment on a toujours besoin de rappeler que c'est un enrichissement mutuel et que c'est Madame Ba qui nous donne de la force, et puis réciproquement, j'espère qu'on lui en donne un peu, en tout cas grâce à Adama et son association, c'est le cas. J'ai retenu aussi effectivement la nécessité, bien sûr, de travailler en réseau européens et internationaux, puisque effectivement les combats sont contre cette violence et cette domination masculine un peu partout, mais qui prend des formes différentes dans le temps et dans l'espace.
Et puis, effectivement, la question de la transmission d'une génération à l'autre, effectivement, elle est aussi très importante. Amel en a parlé. Voilà, le problème de l'absence de l'archivage des combats féministes des années, par exemple, de la guerre d'indépendance de l'Algérie, l'archivage de ces combats aussi en France, il n'est pas suffisant. Et il y a aussi effectivement l'écoute et puis effectivement le patriarcat de 2021, il est très violent. Les jeunes femmes et les jeunes féministes ont affaire à des formes qui sont nouvelles et donc même si nous avons les mêmes outils d'analyse que les plus jeunes, eh bien, on a besoin de l'analyse des plus jeunes et de la force des jeunes féministes pour continuer à mener des combats au bout desquels nous n'arrivons pas. Alors, en termes de recommandations, au sein de la commission migration, on avait retenu une première recommandation concernant la carte de séjour. Donc, on veut insister sur le fait que Adama et Lalia l'ont dit d'ailleurs, que les femmes demandeuses de carte de séjour doivent recevoir une carte individuelle et pas familiale, même si c'est un regroupement familial, et que le statut autonome pour les femmes qui sont entrées au titre de regroupement familial ou de conjointe de Français. Ce statut autonome, il est essentiel, sinon on ne peut pas s'affranchir de l'autorité de l'époux et s'affranchir des violences potentielles et du chantage sur le renouvellement, le retrait du titre de séjour, mais aussi par rapport à l'administration française qui est toujours en train de refuser le renouvellement du titre de séjour sur des dénonciations du conjoint. Donc ça, c'est vraiment inadmissible et effectivement, y compris dans les associations d'accompagnement de migrants, moi j'ai entendu personnellement effectivement des réflexions comme ça paternalistes qui ramènent les femmes à une tutelle masculine. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, il y a aussi la question du titre de séjour qui devrait être plus long, parce que si on veut avoir le temps de trouver du travail, en particulier pour les femmes, il faut que le titre de séjour ne soit pas aussi court qu'il l'est. Et puis, au niveau de l'accueil des réfugiés, on a aussi la demande, la recommandation de traiter le dossier des femmes et des filles qui arrivent sur le territoire français, qui doit être assuré par des expertes et des experts formés aux questions de discrimination liées au sexe. Ça, c'est fondamental. Ça n'est pas fait du tout. Il n'y a pas du tout d'analyse sexo-spécifique, enfin spéciale vis-à-vis des femmes quand on traite les dossiers de demandeuses d'asile. Et c'est aussi une recommandation qu'on va porter dans les mois qui viennent au travers du forum, et de Forum Génération Égalité en particulier, et puis qu'on continuera parce qu'on n'est pas arrivé au bout de nos peines. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis vraiment, je suis très, très contente d'avoir fait la connaissance un peu d'Adriana. Bon, parce que voilà, dans ces réseaux, on se connaît vaguement, mais on n'a jamais l'occasion de se parler. Bon, voilà, même si c'est via un écran. Et puis, je le répète, je suis vraiment ravie que Madame Ba ait accepté comme ça au pied levé, parce que c'est aujourd'hui même qu'elle a que j'ai appris qu'elle acceptait de témoigner, et donc merci pour son courage et la force qu'elle nous donne. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Paule pour cette conclusion et pour ces recommandations qui sont effectivement, je crois, qui traduisent fidèlement ce qui ressort aussi de cette rencontre très riche. Écoutez, merci à tous nos panélistes, merci à Marie-Paule, donc merci à Lalia, à Amel, à Adama, à Aïssata, à Adriana, mais qu'est-ce qu'il y a comme A? C'est incroyable, et à Martine. Et puis aussi un petit merci, un grand merci à l'équipe de la Clé, Astrid, Colline et Clara, qui derrière leurs écrans, on ne les voit jamais, mais font tout le travail d'organisation logistique, et c'est pas rien, et qui font des heures sup, les pauvres.
Nous n'aurons pas de mardi, donc je voulais d'abord remercier aussi tous les participants qui ont été très fidèles jusqu'au bout. Je vois qu'il y a eu peu de gens qui sont partis en cours de route. Je crois que tout le monde était happé par l'intérêt de cette rencontre. Il n'y aura pas de mardi de la clé en avril parce que pour cause de Forum international des droits des femmes, et ça nous occupe un petit peu, hein, comme vous vous en doutez, mais il y en aura 20 en quelque sorte puisqu'il y a 20 ateliers. Nous vous invitons vraiment à vous joindre à nous et à aller piocher dans tous ces ateliers ce qui peut vous intéresser. Et le prochain sera le premier mardi de mai, donc on a le temps d'en reparler. Je vous remercie toutes et tous de votre intérêt, de votre attention. À très bientôt. Merci. Merci à toutes.